Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. C'est Asma Amdouni, docteur en médecine générale et comédienne amatrice. Donc aujourd'hui, on va parler de la fièvre chez l'enfant. Primo, j'aimerais commencer par vous rappeler que on ne parle pas d'enfant pour n'importe quel âge, mais il y a une toute petite classification simple et après, il y en a d'autres. Alors, on va commencer par tout ce qui est simple, tout ce qui est vocabulaire médical simple. Donc, à partir de la naissance, donc les 28 premiers jours de la vie, on appelle ça un nouveau-né. Un nouveau-né ou un enfant âgé de moins de 2 ans, on l'appelle un nourrisson. D'accord? Rappelez-vous, de 28 jours, c'est un nouveau-né. 2 ans, c'est un nourrisson. Après, on va parler des types d'enfance. Donc, quand un petit a de la fièvre, ça n'a rien à voir avec la fièvre chez un adulte. D'accord? Chez un adulte, la fièvre peut être très utile parce que ça permet c'est comme une sonnette d'alarme si vous voulez. Donc ça permet de détecter, d'évaluer si vous voulez. D'accord? Mais par contre, la fièvre chez l'enfant, c'est urgent. Il faut la prendre en charge rapidement. Vous savez très bien que l'enfant le corps de l'enfant est rempli d'eau. D'accord? On a un grand pourcentage d'eau dans le corps d'un enfant et d'un nourrisson. Donc, plus j'ai de la fièvre, plus l'enfant a de la fièvre, plus il va perdre de l'eau et plus il va s'exposer au risque de déshydratation. Et parmi les conséquences de la déshydratation, c'est les troubles neurologiques. On peut avoir, par exemple, un coma, on peut très bien avoir vraiment un décès suite à une déshydratation. Donc la déshydratation, c'est quelque chose à prendre en considération, c'est quelque chose à prendre au sérieux et surtout précocement et rapidement. D'accord? Donc la fièvre n'est pas quelque chose de simple. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je dis ça uniquement pour savoir qu'il y a dans ce monde des spécialistes de l'enfant qui s'appellent les pédiatres généralistes et après il y a des pédiatres spécialisés ou surspécialisés. D'accord? Donc, quand on a de la fièvre qui se répète, à chaque fois on a des épisodes fébriles. Il y a deux types. Il y a de la fièvre avec l'orientation médicale, clinique, et on a ce qu'on appelle des phasoques ou fièvre aiguë sans orientation clinique. C'est-à-dire un enfant qui a de la fièvre. Sans aucune orientation. On n'a rien de clair, rien de précis, rien d'évident. On ne sait pas. Il n'a pas de toux, il n'a pas de pus quelque part, il n'a pas de nodule, il n'a pas d'amygdalite, il n'a rien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours examiner et consulter un médecin pédiatre. Alors le médecin pédiatre, il s'investit, avec tous ses efforts, tout son temps et toute sa concentration sur quoi? Sur l'interrogatoire et l'examen clinique, tout en déshabillant l'enfant. C'est-à-dire qu'en pédiatrie, comme chez les adultes bien sûr, alors pour ce qui est de la pédiatrie, on n'a pas le droit de ne pas examiner tout le corps, toutes les parties du corps. Par exemple, vous ramenez votre petit pour une fièvre, je dois examiner les orteils, je dois examiner les orifices hernières, je dois examiner les testicules, je dois examiner l'anus. Je dois examiner toutes les aires ganglionnaires. Je dois examiner les cheveux. Je dois examiner les oreilles. D'accord? Alors que la famille ou les parents sont venus uniquement pour une fièvre. Vous savez, la pédiatrie n'a rien à voir avec la médecine générale ou la gériatrie. C'est autre chose. En pédiatrie, quand un enfant vient, on n'attend pas à ce qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qui ne va pas. Même s'il est capable de parler, attention, je ne parle pas des nourrissons ici, je parle de tous les enfants. C'est-à-dire, un gamin de 5 ans, il est capable de parler, il est capable de me montrer là où il a mal, mais moi, je ne vais pas compter uniquement sur ce qu'il dit, mais je vais mener une bonne discussion, un bon interrogatoire, et après je vais l'examiner. Alors pourquoi c'est important de faire tout ça? Et pourquoi c'est important d'investir dans l'interrogatoire? Tout simplement parce que je découvre des choses. Par exemple, vous avez de la fièvre, un enfant qui a de la fièvre, d'accord? Il a le droit d'avoir plusieurs problèmes de santé. C'est-à-dire que s'il a de la fièvre
avec par exemple une diarrhée ou avec des vomissements alimentaires précoces ou tardifs, s'il a par exemple de la fièvre avec une otite, fièvre amygdalite, fièvre et infection à staphylocoque, donc moi je ne dois pas m'arrêter parce qu'il a le droit d'avoir une angine et une méningite. Un enfant fébrile a le droit d'avoir une gastroentérite et une otite. Un enfant fébrile, il peut avoir par exemple une infection, une cause infectieuse et une cause inflammatoire. Il peut avoir par exemple des angines et un RAA, un rhumatisme articulaire aigu. Il peut très bien avoir une infection urinaire haute. Il peut très bien avoir une malformation rénale ou de l'appareil urogénital ou urinaire. Vous voyez? Donc moi, en médecine, on n'est pas des secrétaires, d'accord? On ne fait pas du secrétariat, on fait de la médecine. Donc cette idée que la majorité des gens avaient sur la médecine, c'est-à-dire je donne les signes fonctionnels et après je vais pouvoir avoir une ordonnance ou je vais pouvoir avoir une prescription, alors ça c'est faux, hein. Sinon on aurait bien dû clôturer toutes les facultés de médecine partout dans le monde. D'accord? Très bien. Alors rappelez-vous toujours que d'une chose très très importante, c'est que la fièvre chez l'enfant n'est pas quelque chose de simple. Et on a toujours besoin de mettre un diagnostic étiologique, c'est-à-dire de cause, hein. L'étiologie, c'est la cause des choses. Alors, on a besoin d'un diagnostic étiologique, on a besoin de comprendre pourquoi il a de la fièvre et pourquoi ça se reprend. D'accord? Et puis, un point très important, c'est que la fièvre a des complications. Donc, 1 heure de fièvre n'a pas les mêmes complications que 12 heures de fièvre chez l'enfant. Je peux perdre mon enfant. Il peut avoir une méningite et je peux avoir des séquelles. Alors quand je dis séquelles, c'est sérieux. Moi, je suis passée par le service de neurologie et j'ai vu des adultes, des personnes âgées, et qui avaient présenté des épisodes fébriles durant leur enfance, avec un retard de diagnostic, retard de consultation, et après, on s'est avéré qu'on avait une méningite avec des complications, machin, tout ce que vous voulez. Donc, la fièvre doit être résolue, traitée, guérie rapidement chez l'enfant. 1 heure de fièvre n'a pas les mêmes complications que 12 heures ou 6 heures de fièvre. La déshydratation, d'accord? Le syndrome Ochu, un problème rénal, le rein souffre, on a la convulsion fébrile. La convulsion fébrile, ce sont des enfants, avant 5 ans, avant 5 ans. Une fois ils ont de la fièvre, eh ben, ils ont un grand risque de voir ou de vivre des expériences qui sont un peu pénibles, c'est les convulsions. D'accord? Pénible pour toute la famille. Donc, on a besoin d'un médecin pédiatre généraliste et après, on a besoin d'un médecin pédiatre surspécialisé en neurologie pour pouvoir faire l'exploration spécialisée, pour avoir une idée bien claire sur l'origine de ces convulsions. S'agit-il d'une convulsion fébrile, purement fébrile, ou est-ce qu'on a un processus intracrânien? D'accord? Alors pour l'HTIC ou l'hypertension intracrânienne chez les enfants, alors à ce moment-là, on a d'autres signes à part la fièvre. On a le petit qui a mal, on peut avoir un syndrome méningé, on peut avoir un syndrome associé si on a de la méningite, et on peut avoir des troubles fonctionnels partout dans le corps. Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, on vous oriente pour faire un fond d'œil chez l'ophtalmo ou l'ophtalmologiste. Vous voyez? Donc c'est très 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 compliqué la médecine. C'est pas ce que vous voyez, ce que vous consultez sur les réseaux sociaux, sur les articles et tout. Bon, pour moi, c'est très dangereux de croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que nous, les médecins, depuis notre stade de stagiaire, les seniors ou les professeurs en médecine nous ont interdit de voir ou de lire ou de croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout a été clair pour vous, mais si vous avez des questions, je serai très contente pour lire et répondre à toutes vos questions. Bonne journée.